pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour. Nous voilà une nouvelle fois réunis dans notre petit studio un peu cosy. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Xavier Refer. Bonjour Monsieur Refer, nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous. Et pour parler d'un sujet d'actualité, malheureusement, puisque ces dernières 24 heures, deux faits de bandes rivales ont eu lieu dans l'Essonne, dans la banlieue parisienne, et ont mis en lumière la violence de ces bandes, leur jeunesse surtout, puisqu'il s'agit de jeunes de 13 ans. Et plutôt que de sombrer dans des banalités d'aujourd'hui, à essayer de parler de ce qui s'est passé hier, on aimerait avoir votre éclairage de criminologue sur l'évolution de ces bandes, sur l'historique. Est-ce que ce genre de phénomène a existé? Quelle était son évolution? Quelle était son ampleur? Je ne veux pas dire au cours des siècles, mais au cours des décennies passées. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les bandes d'autrefois et les bandes d'aujourd'hui? Alors, commençons par le commencement. Le phénomène des bandes est indissociable, absolument impossible à séparer d'une réalité qui existe en France depuis plus d'un demi-siècle, qui est la réalité des quartiers hors contrôle. Il s'est développé au cours de la Ve République, en gros depuis les années 60 jusqu'aux années 2020, sans discontinuer historiquement, toute une politique où une grande partie de la population française a changé de lieu d'habitation, des campagnes profondes vers la périphérie des grandes villes lors de la révolution industrielle où il fallait des emplois pour travailler dans les usines, pour travailler dans le tertiaire, etc., qui pour la plupart étaient sur la périphérie des grandes métropoles, à commencer par la région parisienne, et un autre mouvement par la suite, un peu plus tard, qui a vu une partie de la population des centres-villes sortir des centres-villes pour pollution, pour surabondance, embouteillage, difficulté à vivre, pollution et tout ce que vous voulez, et qui, elle aussi, a été habitée dans la périphérie des grandes villes. Alors, vous avez à l'époque, dans les années 60, 70, 80, des villes périphériques qui soit sont créées dans la région parisienne, soit se développent, et une grande partie de la population quitte la campagne profonde, quitte les centres-villes et va habiter dans la périphérie, dans la petite ou dans la grande couronne, plutôt dans la grande couronne d'ailleurs, des grandes métropoles. À partir du moment où vous avez ce mouvement, il n'est pas suivi par un mouvement équivalent des forces de sécurité. Donc au bout de 25 ans de cette gymnastique-là, qui est énorme, en 30 ans, il y a à peu près entre 40 et 50% de la population française qui a bougé sur le territoire français. Et donc à la fin de ce grand chambardement, vous avez une campagne profonde qui grouille de gendarmes, vous avez des centres-villes qui grouillent de flics, et entre les deux, vous avez une périphérie dans laquelle il n'y a rien. Encore récemment, sans entrer dans la gymnastique des gens qui sont en congé, en formation, maternité, etc., vous aviez dans le centre de la région parisienne, c'est-à-dire à Paris, grosso modo et à la louche, un policier pour 100 habitants. Dès que vous franchissez le périphérique dans la petite couronne, c'est un policier pour 200 à 250 habitants, policier ou équivalent, et quand vous êtes dans la grande couronne, c'est plutôt 1 pour 500, alors que chaque fois qu'on voit la quantité d'infractions commises, ou que ce soit dans la région parisienne ou en Île-de-France, vous avez pratiquement la même quantité, un peu plus de ceci, un peu moins de cela, etc. Mais vous avez la même quantité d'infractions commises. Donc on a laissé, par inadvertance ou à dessein, je ne sais, je suis pas dans la tête des gens, se développer des zones absolument non policées, des zones où aujourd'hui encore, vous avez des gamins qui arrivent à l'âge d'entrer dans les bandes et qui, dans leur vie,
ont vu plus de soucoupes volantes dans le ciel que de cars de police secours dans les rues. Alors, à partir du moment où une population n'est pas policée, à partir du moment où une grande partie de la population en question est issue de l'immigration, c'est-à-dire de territoires où on n'est pas encore au courant des us et coutumes, des mœurs et du respect des lois telles qu'elles sont en France, il ne faut pas s'étonner qu'il se développe dans ces endroits-là des bandes juvéniles et qu'elles se répandent après ça, qu'elles prolifèrent par métastase. Car le fonctionnement des bandes en question est le suivant, et c'est la raison pour laquelle il fallait intervenir très vite, et on y reviendra tout à l'heure, et ça n'a pas été fait, très vite, c'est-à-dire dès la fin des années 80, début des années 90, à partir du moment où une bande juvénile se constitue dans un coin. Les autres jeunes des alentours, qui ne sont pas dans la bande, deviennent des proies et des gibiers. À partir de ce moment-là, et en l'absence de police ou de gendarmerie, quelle est leur seule chance, j'allais dire, sans exagération, parce qu'il y a des morts quand même, de survie, c'est à leur tour de constituer une bande. Alors, vous avez une prolifération comme ça de proche en proche, et un beau jour, il y a 10 bandes dans la région parisienne, et peu de temps après, il y en a 200. C'est comme ça que ça s'est fait. Le dernier stade, et après ça, on pourra passer à d'autres questions, étant celui-là, vous avez une bande qui acquiert une arme de guerre, par exemple un fusil d'assaut Kalachnikov. C'est comme les bombes atomiques. Celui qui n'a pas la dissuasion nucléaire, il cesse d'exister. Donc la bande qui a une Kalash, elle domine toutes les autres. À partir de ce moment-là, et que des bandes déjà sont constituées, eh bien vous avez l'autre bande d'à côté, si elle veut survivre, frénétiquement, à toute vitesse, il faut qu'elle cherche l'équivalent, de manière à rétablir à une toute petite échelle, l'équilibre de la terreur. Alors enfin, eh bien c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On n'a jamais vu, à la seule et heureuse exception de la bombe atomique, puisque à part Hiroshima et Nagasaki, on en est resté là, chaque fois que l'être humain possède une arme dangereuse, il s'en sert. Donc il ne faut pas penser que des jeunes dans les banlieues périphéries des grandes métropoles se sont procurés des Kalachnikov pour pêcher à la ligne avec, à partir du moment où ils s'en servent, et en ce moment, beaucoup de ces règlements de compte sont à l'arme blanche, mais on commence à en venir avec des règlements de compte à l'arme à feu, et la prochaine étape, c'est, je vous l'annonce tout de suite, ils s'en serviront contre des policiers ou des gendarmes. C'est inéluctable. Donc on a laissé se développer tout ce que je viens de vous résumer là, ces produits sur 30 ou 40 ans, et pour l'essentiel, les différents gouvernements de la Ve République n'ont rien fait, sauf une, ouvrez les guillemets, politique de la ville, fermez les guillemets, qui est absolument inepte et qui convient à arroser des gangsters de fric pour essayer d'acheter la paix sociale. Voilà ce qui se passe. Et je vous remercie de ce premier éclairage. J'ai oublié de vous présenter mon collègue Patrick Ivars, qui est mon compagnon d'interview. Nous sommes tous deux d'anciens commissaires de police. Votre éclairage nous intéresse énormément. Nous, on l'a vu, cette évolution au cours de notre carrière. Ce qui nous surprend un peu aujourd'hui, c'est que on aurait pu penser que ce nombre des bandes aurait pu se circonscrire à certains endroits, à certaines banlieues, certains lieux particuliers. On voit à travers les deux faits divers que ça touche maintenant une zone quasi rurale où en fin de compte il n'y a pas d'agrégat immobilier particulier. Ouais, et on a un peu tendance, enfin moi c'est un peu mon sentiment, à avoir l'impression que on aurait pu penser qu'il y avait que quelques bandes, et en réalité on a l'impression que cette façon de s'exprimer s'est répandue énormément dans une certaine frange de la population, et on peut relier ces affrontements entre bandes à tous les affrontements à l'égard de la police, à l'égard des pompiers, à l'égard de tout ce qui représente l'autorité. En fin de compte, est-ce que c'est pas beaucoup plus étendu que restreint à quelques quartiers? Alors, encore une fois, c'est la faute des différents gouvernements, pas uniquement Macron et Darmanin & Co, c'était comme ça déjà avant. C'était même ça quand les gouvernements de droite étaient au pouvoir. La fameuse politique de la ville s'est prolongée et a perduré, aussi bien
sous M. Mitterrand que sous M. Fillon. Ils avaient toujours les crédits pour faire ces espèces de dépenses somptuaires, de ravalement des immeubles ou de restauration des immeubles, ce qui fait que si ça continue, on aura au moins un bon point au niveau international, c'est qu'on finira par avoir les gangsters les mieux logés du monde. Hein, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À savoir que comme l'immigration était de plus en plus difficile à supporter dans certains quartiers pour cause de présence tellement massive qu'on en arrivait, vous avez vu à Trappes récemment, le professeur qui dit on n'est plus chez nous, etc., on n'y arrive plus, c'est une autre culture, on n'est plus en France. C'est pas spécialement à l'origine un homme de droite qui dit ça, c'est un enseignant qui n'en peut plus, car il voit ce qu'il a dans la classe en face de lui, comme enseignant et comme professeur. Alors petit à petit, d'abord sous M. Hollande et par la suite, on a cru malin d'éparpiller les phénomènes migratoires en les collant partout. Eh ben, le résultat, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, il y avait dans le temps des bandes dans des endroits où l'immigration était la plus nombreuse, c'est là qu'elles sont apparues, parce que ce n'est pas un phénomène récent. Tout à l'heure, si vous le voulez, je vous raconterai comment en 1993, j'ai fait avec un collègue pour la première fois une grande étude. À l'époque, François était encore en grand journal. François nous a donné 4 grandes pages du journal pour faire les bancs de la région parisienne, etc. L'article, la série d'articles est parue en juillet 93. C'était exactement pareil que maintenant. La seule chose qui est pas nouvelle non plus, mais qui se prolonge, c'est l'ignorance absolue des journalistes qui ne connaissent rien de plus que la dernière dépêche de l'AFP et qui à chaque fois tombent de l'armoire, et du fait de leur ignorance, quand ils ignorent quelque chose, ils pensent que c'est nouveau. Eh bien non, le phénomène existe depuis les années 90, avec des bandes, avec des règlements de compte entre bandes, et la seule chose qui marque à l'heure actuelle, c'est effectivement comme on les laisse faire et que personne, à part une connaissance un peu livresque à la préfecture de police ou ailleurs, bah oui, il y a des bandes, il y en a tant, elles font ci, elles font ça, mais on ne fait rien pour les réprimer, ni pour les dissoudre, alors qu'on en aurait les moyens juridiques, dès aujourd'hui, sans rien ajouter de particulier au code, eh bien on ne le fait pas. Donc, vous savez, la criminologie, qui est ma discipline, elle a une espèce de dicton, de théorème, qui est infiniment simple, mais qui résume tout. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Quand on les arrête pas, ils continuent. En tant que policier, vous devez savoir ça. Le type qui est cambrioleur, si vous l'arrêtez pas, ben il continue à faire des cambriolages. On a même pensé à un moment donné, pour faire baisser les statistiques, d'arrêter simplement les voleurs. Comme ça, tout doucement, on se sera rendu compte que la délinquance baissait puisqu'on ne les arrêtait plus. C'est tout à fait vrai. Voilà. Donc c'est tout simple. Ces phénomènes-là sont simples. Il y a des bandes. Si on veut qu'elles cessent de s'entretuer, il y a une seule façon connue au monde. On n'est pas le premier pays. Songez aux États-Unis, songez à la Grande-Bretagne, songez à d'autres pays européens avoir eu des phénomènes de bandes. Le seul moyen de les empêcher de nuire, c'est de les dissoudre. Il n'y en a pas d'autre. Alors, on tourne autour du pot, et une autre responsabilité importante en la matière, c'est celle des soi-disant sociologues d'extrême gauche, mais non, les malheureux, la culture de l'excuse, vous savez, les pauvres, ils sont victimes de l'exclusion, victimes du racisme, alors naturellement, ils se défendent comme ils peuvent, etc. Pas du tout. Ce sont des purs et simples voyous, et la preuve que ce que disent ces sociologues est faux, c'est que il y a une autre partie de la jeunesse en France qui est touchée par la misère, c'est celle qui vit loin des grandes villes, dans les zones rurales. Et à la louche, bien entendu, je ne vais pas donner des chiffres à l'infini, mais la jeunesse de la périphérie des grandes métropoles, là où il y a les problèmes, là où il y a les kalachnikovs, là où encore, dans l'Essonne, là, hier, il y a des tueries, etc., elle représente à peu près 15% de la jeunesse présente sur le territoire français. À la louche toujours, la jeunesse de la France très lointainement périurbaine ou rurale, c'est 35% de la jeunesse. Dans cette France périurbaine ou rurale, avez-vous entendu parler d'une bande? Non. Avez-vous entendu parler d'une Kalachnikov? Non, jamais. Et pourtant, le taux de misère réelle de cette France-là, il est très important, ce taux de misère réelle. Il n'y a aucun centre à proximité, les soins, tous les services sociaux disparaissent de ces endroits-là petit à petit, ils sont très gravement handicapés sur le plan social. Donc si c'était un effet de la misère sociale que les gangs, il devrait y en avoir, et même plus que dans la zone périurbaine. Or, il n'y en a pas.
c'est de la preuve que ce que nous sortent ces anarchistes qui sont passés pour des sociologues, c'est de l'idéologie et ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. La situation, à l'heure actuelle, elle est celle-là. On a voulu faire des petits paquets. Je vais vous donner un cas concret. C'est pas la peine de faire un dessin à quiconque sur la réalité des bandes criminelles et de leur prégnance en Seine-Saint-Denis. À un moment donné, le préfet de Seine-Saint-Denis a téléphoné à un collègue, oulala, etc. Alors on a fait une partie des familles, là, à problème, des HLM de la Seine-Saint-Denis vers la région de Reims. Résultat, maintenant, vous avez des guerres de gangs à Reims avec des homicides, etc. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui ont été transplantés de la Seine-Saint-Denis vers la Marne qui, naturellement, s'entretuent. Ils continuent à faire comme à la maison. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas dans la tête de qui a germé l'idée idiote qu'en déplaçant un bandit d'un département français à un autre, on allait en faire un agneau. Enfin quoi? Je crois que c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe dans l'Essonne, où la préfecture de l'Essonne avait voulu déconcentrer les Tarterets, etc., et placer des familles à problème dans ces zones un peu rurales de l'Essonne, dont Saint-Chéron, etc., etc. Ils ont semé la peste partout. Exactement. Donc, en fin de compte, si on suit votre raisonnement, l'État entretient, en fin de compte, des fois même sublime un peu ce phénomène de bande sur l'ensemble du territoire national. C'est exactement ça. Et là encore, donnons-en la preuve. Quand M. Macron est devenu président de la République, il a dit « oui, mais moi je vais m'emparer du problème, c'est pas possible, etc. » Et il a réuni une grande conférence sur les problèmes des banlieues. Le nom de code de ces affaires-là, c'est politique de la ville. Chacun, depuis le président Mitterrand, sait que ça n'est en rien un problème de ville, mais des gens qui habitent dans la ville. On n'a jamais vu une ville casser la figure d'une petite vieille ou voler un sac à main. C'est fatalement les habitants qui sont dedans. Alors c'est un euphémisme pour éviter de parler des vrais problèmes, donc on dit politique de la ville. Donc le président Macron arrive et dit « politique de la ville, je m'en empare ». Il nomme M. Borloo, dont toutes les idées ne sont pas sottes. Il y a des idées de bon sens dans ce qu'il dit, certaines sont raisonnables. Et si on me demandait mon avis, je dirais, ouais, là, effectivement, c'est de nature à arranger un peu les choses. Mais il a fait venir M. Borloo, et puis il s'est fait apporter les dossiers des banlieues, il a soulevé le couvercle, et comme tous ses prédécesseurs, il a fait oups, il a remis le couvercle, et puis par la suite, fin du coup, il a renvoyé M. Borloo à ses chères études en disant dégagez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Après ça, il ne s'est plus jamais préoccupé du problème. Son comité présidentiel des villes, morné, a cessé de fonctionner dès lors. C'était en 2017, on est en 2020. Il ne s'est rien passé. Il s'est totalement, comme ses prédécesseurs, désintéressé du sujet parce que il n'y a pas 36 solutions. Il y en a une. Vous avez d'une part des quartiers dans lesquels ni la police, ni la gendarmerie, ni personne ne fait plus la loi. Dans les quartiers en question, vous avez la matrice de tous les autres problèmes. Les endroits où on trafique de la drogue, les fameux fours, comme on dit, vous savez, les endroits où, voilà, les supermarchés de la drogue, c'est là. Les braquages à proximité, c'est là. Nous, les criminologues, on a des bases de données, on est capable de travailler sur des chiffres, on a des éléments. Vous savez, les plus difficiles de ces quartiers, enfin les coupe-gorges les pires, pour parler en bon français, ont été réunis sous le nom de quartiers de reconquête républicaine. Chaque président de la République crée son petit gadget, et donc voilà, maintenant ça s'appelle les QRR, les quartiers de reconquête républicaine. On prend les quartiers de reconquête républicaine, ce sont des zones du territoire français. Donc ils ont un numéro de code INSEE. Avec un numéro de code INSEE, ok, on peut mettre ça dans un ordinateur et commencer à faire mouliner. 60% des braquages de proximité, l'épicerie, tout ce qui pourrit la vie des gens, la pharmacie, le bistrot du coin, se passe à moins d'1 kilomètre d'un quartier de reconquête républicaine à l'échelle d'un département. Or, on est, je l'ai dit tout à l'heure, s'agissant de la France rurale et très largement périurbaine du 3e cercle autour des grandes villes, on est dans des pays où l'État est en train de se retirer. Et donc le braquage du café ou le braquage de l'épicerie, c'est un cauchemar pour les habitants. Après le 3e braquage, le bistrot ferme, l'épicerie ferme, la pharmacie ferme, le NIP en a marre de se faire braquer à jet continu, il s'en va. Donc le village va mourir et la communauté est laissée à elle-même. Dans la nature. Songez que, par exemple, dans des départements où il y a la réputation de calme,
Mais ça n'est plus vrai, parce que comme on éparpille les populations à risque partout, eh bien ça arrive partout. Par exemple, du côté de la Vendée, vous avez un gendarme pour 1200 habitants. On est moins policé que le Brésil. Voilà, c'est ça la réalité. Donc il y a une réalité centrale qui est celle de quartier dans lequel les assassins, vous savez, les Kouachi viennent de ces quartiers-là, bien entendu. Le colonel, là, comment s'appelle-t-il, à Carcassonne, etc. Tout ça, ils viennent de là. Donc vous avez des foyers de peste islamiste, de peste criminelle qu'on laisse proliférer et métastaser. C'est ça le problème. Et personne ne fait rien. Alors, je vais vous la donner, la raison, parce qu'une fois, j'ai parlé de ça avec un préfet. Je lui ai dit, il y a quand même moyen de savoir, ça consiste à prendre sur fichier tous les gens qui ont 4, 5, 10, 15, 20 points de contact avec la police. Interpellation, déferment, etc. On a fait ça pour un département. Il y en avait, sur la totalité, il y en avait 90% dont les noms n'étaient manifestement pas gaulois, quoi. Alors les types, ok, ils mettent le couvercle dessus, donc je ne veux pas rentrer là-dedans, et ils ne font rien. Voilà ce qui se passe. Oui, très intéressant, Monsieur Referge, parce que je me suis revu au début des années 90 avec votre collègue, c'est Monsieur François Haut, c'est ça? Oui, bien sûr, voilà, oui, oui, tout à fait. Et moi, j'étais à la brigade des mineurs à cette époque-là, oui. Et il venait assez régulièrement nous voir et on discutait des bandes de l'époque qui étaient On avait des étudiants qui avaient fini chez vous à la brigade des mineurs. Qui étaient passés nous voir en stage. C'était les Black Dragons et puis en face, il y avait les requins vicieux. Oui, voilà, bien sûr. C'était les deux bandes. Maintenant, j'aimerais quand même revenir un peu sur ce que vous disiez au début de l'entretien concernant Paris et la banlieue, parce que je vois le même problème, mais sous un autre angle. Sous un autre angle, parce que j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé aussi en banlieue, dans les Hauts-de-Seine et puis dans le Val-de-Marne. Et moi, je peux vous dire qu'il y a un petit peu moins de policiers, effectivement, dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine qu'à Paris, parce que Paris, c'est ultra fliqué, comme on dit. Hein. Il y a des policiers absolument partout. C'est vraiment, quand on est policier, quand on travaille à Paris, Paris, c'est un bijou, parce qu'il y a un maillage policier qui est énorme. On passe le périphérique, c'est pas tout à fait pareil. On va un petit peu plus loin, il y en a moins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un désert policier ou un désert de gendarmes. Il y a quand même des forces de police qui sont présentes, policiers ou gendarmes. Cela étant, j'aimerais revenir sur le phénomène des bandes dont vous parliez, parce que, en fait, moi, ce que je vois, c'est que, au travers de l'actualité, on a eu donc ces deux faits divers dramatiques avec ces deux mineurs qui ont été tués au cours de deux événements différents, mais dans le même département, dans l'Essonne. Il n'y a pas si longtemps, ça ne se passait pas dans l'Essonne, dans une zone un petit peu grise dont vous parlez, mais ça se passait en plein Paris. C'était l'affaire dite Yuri, du prénom de ce jeune garçon de 15 ans qui a été passé à tabac par une bande et qui a failli perdre la vie. Et ça se passait dans le 15e arrondissement, au cœur de Paris, qui est, donc je le rappelle, une ville qui est extrêmement fournie en services de police. Voilà. De ce fait, je ne suis pas certain que vraiment ce soit parce que la police n'est pas présente que les bandes se créent. Ayant travaillé, donc mon dernier poste était chef du 3e district de police judiciaire à la rive gauche de Paris, je me souviens avoir été saisi de tentatives d'homicide volontaire, voire même d'homicide volontaire, sur des individus qui faisaient partie de bandes du 14e arrondissement, qui étaient tués par ceux du 13e arrondissement, ou l'inverse, qui venaient soit de la Porte-de-Vanne ou de Pernetti, et qui étaient en conflit avec des gens qui étaient du 13e arrondissement sud, rue Bourgon et ailleurs. Voilà. Et ces gens-là se tuaient à coups de fusil de chasse, à coups de machette. Et c'était quand même extrêmement violent. Et ça se situait en plein Paris. Ce qui veut dire que, effectivement, quand il y a moins de policiers, il y a plus de délinquance, c'est un fait. Mais en plein Paris, on se retrouve aussi avec ce même phénomène de bande. J'ai plutôt tendance à penser que ce qui est à l'origine de ces problèmes de bande, c'est plutôt un problème d'identité. On a tous un problème d'identité. Qui sommes-nous? À quoi nous rattachons-nous? Et on a, en plein Paris, on a des gens qui sont bien sûr tous issus de l'immigration, il ne faut pas le dire, mais on est à l'Institut des libertés pour dire la vérité, disons-le, ce sont des gens qui sont tous issus de l'immigration, qui font partie de ces bandes en question, et qui sont toujours des mineurs. Ces gens, ces mineurs ont tous besoin de retrouver une identité, et cette identité, ils la retrouvent dans une appartenance
locale, une appartenance à un arrondissement. Ils sont du 14e arrondissement, ils sont du 13e arrondissement, et allez savoir pourquoi le 13e arrondissement est en guerre avec le 14 et ils se tapent dessus. Il y a des bagarres, il y a des coups de couteau, il y a des coups de béquilles, il faut le savoir. Les béquilles sont utilisées comme étant des armes par destination, au même titre que des clubs de golf ou éventuellement des armes à feu. J'irai pas jusqu'au Kalachnikov, hein, on n'y est pas encore. Hein. Plutôt, je dirais, des pistolets à grenaille et puis des armes de ce niveau-là, pour l'instant, bien évidemment. Mais on se retrouve face à un phénomène identitaire qui est très intéressant. C'est-à-dire que des gens qui sont déracinés, qui sont issus de l'immigration africaine, nord-africaine, ont besoin de se retrouver une identité. Et cette identité, ils la retrouvent dans une appartenance à un quartier, voire à un arrondissement parisien. Et comme toujours, ils sont en conflit avec l'arrondissement d'à côté. C'est ça ce que je retiens. Et je suis à peu près certain que ce qui s'est passé en janvier avec l'affaire d'Ituri, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Essonne au cours de ces 2 tristes faits divers. C'est-à-dire qu'on a 2 bandes dites de quartiers qui se rattachent à une cité HLM, qui se rattachent peut-être à une commune, qui sont en conflit. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont en conflit avec la cité HLM d'à côté. Ils sont en conflit avec la commune d'à côté. Parce qu'il y a une sorte de vendetta qui s'est enchaînée avec un mauvais regard, avec une histoire de fille au milieu. Et finalement, le prétexte est enclenché et les 2 bandes sont en guerre. On n'est pas au niveau des États-Unis. C'est-à-dire que j'en reviens au début des années 90, quand on avait les requins vicieux qui se battaient contre les Black Dragons, c'était une sorte de mimétisme avec ce qui se passait en Californie, avec les Bloods et les Crips. Les Bloods, c'était les rouges, et les Crips, c'était les bleus. Chacun portait des bandanas de la bonne couleur de son groupe, de sa bande. Et ces gens-là s'entretuaient de façon régulière en Californie. On a eu un petit peu cette copie qui a été transposée de Californie jusqu'en France, avec les requins vicieux et les Black Dragons. Voilà. Donc on en était là. Mais ce phénomène a disparu et maintenant on n'en est plus au mimétisme américain, heureusement, et on en est simplement à une appartenance, à une identité de quartier. Pas forcément qui se rattache à un trafic de stupes, c'est pas nécessaire. On voit simplement des gens qui sont tous délinquants, ça c'est absolument certain, mais ils ne protègent pas un point de deal, par exemple. On n'en est pas à protéger un point de deal contre un autre, parce que là, on est vraiment dans une guerre des gangs, et on n'est plus vraiment dans la guerre des bandes des mineurs qui s'entretuent comme ça s'est passé dans l'Essonne. On est dans un autre phénomène. Pour moi, on est dans un phénomène identitaire, plus que dans un phénomène de trafic de drogue ou de délinquance. Oui, mais est-ce que ce phénomène identitaire, cette quête d'identité ne va pas obligatoirement glisser vers la délinquance, d'une manière ou d'une autre, vers le trafic, etc., obligatoirement. On est très proche. Moi, c'est là où j'aurais voulu avoir votre éclairage, parce que bien, on fustige les sociologues de gauche, là, qui sont toujours dans... C'est normal d'être de gauche, là, c'est des anarchistes. Oui. Qui ont toujours cette politique de l'excuse, etc. Et qui, à chaque fois, évoquent, oui, mais attendez, il y a eu les Apaches, il y a eu les blousons noirs, etc., etc. Oui, soit. Mais enfin, quand on compare les blousons noirs à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les blousons noirs, c'est des gens qui travaillaient la semaine, qui se bagarraient les samedis et le dimanche. Il y avait souvent le service militaire qui mettait un coup d'arrêt à tout ça, et on s'intégrait très vite, quelque part, dans la société. Moi, ce que je voulais savoir, c'est justement, au travers de cette évolution, on ne peut pas nier qu'il y a un rapport de cause à effet entre l'immigration et ces nouvelles formes de bandes, on ne peut pas le nier, et donc, quelque part, tout est lié, quand même. Alors, 2 choses. D'abord, pour compléter ce qu'a dit notre ami le commissaire, les histoires d'identité, c'est des prétextes, c'est pas le fond de la chose. J'ai une étudiante qui est devenue après ça une amie, qui était originaire d'Algérienne, qui est Alger, qui était jeune prof à la fac d'Alger, à Ben Aknoun, et qui a été obligée d'en partir vite fait parce qu'il y avait les intégristes à l'époque du GIA qui voulaient la tuer. Donc elle est venue se réfugier en France et elle m'a demandé de trouver un job et je lui ai trouvé un job avec un copain qui était maire d'une ville de banlieue. Il y avait un quartier impossible dans son coin où où les responsables de la maison de quartier tenaient une semaine avant de se faire lyncher, chasser, goudron et plumes et tout ce que vous voulez. Une semaine, ils étaient virés, et on a mis la jeune femme en question. Comme elle était d'une famille assez puissante en Algérie, elle tenait tête en disant « Toi, quand tu vas retourner au bled, on va s'occuper de ton cas. » Donc elle a pu durer, elle, pratiquement 1 an sur place. Elle m'a dit « Ils n'ont rien dans le chou. » Voilà, à un moment donné,
ils disaient « Waouh, Oussama, il est trop cool », etc. parce qu'ils avaient vu Bin Laden. Alors à ce moment-là, ils allaient foutre un cocktail Molotov sur la synagogue du coin parce que il faut lutter contre le sionisme, Ziva, etc. Puis la semaine d'après, ils voyaient un film à la télé avec les Crips et les Bloods, là, ils se mettaient un bandana et tout. C'est purement un prétexte, ils ont rien dans le chou. Ils ont... les criminologues doivent parler à tout le monde. À plusieurs reprises, j'ai été approché dans la rue par des gens qui me disaient « Oh, on t'a vu chez Calvi, c'est cool ce que tu fais, c'est bien d'être criminologue et tout », par des petits loulous en question. J'ai été au café, j'ai bu des cafés avec eux. Ils n'ont rien dans la tête, c'est l'enseignant qui parle. Ils sautent d'un truc à l'autre, ils sont incapables de fixer leur attention plus de 10 minutes. Ils peuvent, comme ils sont immatures, sombrer immédiatement en une seconde dans la violence la plus sauvage, comme les gamins qui arrachent les ailes des mouches, quoi. C'est pas plus grave ni moins grave que ça, mais il faut pas s'imaginer une seconde qu'ils ont en eux la quête d'une identité comme Tristan et Iseult, machin, etc. Ils ont zéro dans la tête. Alors, d'une part, mais deuxièmement, il faut bien voir d'où se passent, même dans Paris, les actes en question. Ils se passent aux portes de Paris parce que c'est des métastases des bandes de banlieue. Le Youri en question, il a été lynché par une bande de Vanves. Voilà. Et de l'autre côté, voilà. Et Curiel Cambrai, dans le 19, si vous saviez le nombre de nuits où j'étais traîné dans ces endroits-là avec des gens peu fréquentables, c'est des bandes de banlieue, c'est des métastases de bandes de banlieue. Il n'y a pas à Paris une seule bande indigène qui soit durable. Pourquoi? Parce que si la bande doit être durable, il faut qu'il y ait un noyau central, le noyau dur, et il faut qu'il y ait des gens qui gravitent autour parce que c'est les cousins du pays d'origine, c'est les mecs de la cage d'escalier, et quand par exemple il y a les flics qui arrivent dans un quartier, ben on se rameute, on les appelle avec les portables de manière à aller jeter des cailloux, des mortiers d'artifice, des trucs comme ça sur les flics. C'est comme ça que ça se passe. Mais essentiellement, les phénomènes les plus graves sont ceux de métastase, de bandes constituées et durablement constituées sur la base de trafic. Tout malfaiteur est un animal territorial. Il n'y a pas de malfaiteurs. Les nomades ont quand même un territoire. Ils sont ici, puis là, etc. Donc il est variable, mais ils ont quand même un territoire. Et les bagarres à 13 ou 14 ans sont destinées à aguerrir des individus qui, plus tard, deviendront les cadres de la bande. Bien entendu, il y a une épuration. Bien entendu, il y en a qui renoncent en route, comme dans la vraie vie, quoi. Il y a combien de gens qui entament des études d'ingénieur et qui deviennent vraiment ingénieurs avec un vrai boulot d'ingénieur. Naturellement, il y a de la déperdition en cours de route. Mais c'est ça, à l'origine. Et c'est vrai pour tous les cas d'actes illicites juvéniles, qu'ils soient criminels ou même terroristes. On a vu les derniers cas de terrorisme indigène autochtone à l'Europe, l'ETA au Pays Basque et l'IRA en Irlande du Nord. Ils prenaient bien soin d'avoir des mouvements de jeunesse, ils aguerrissaient les mouvements de jeunesse en les lançant dans des bagarres de rue contre les policiers ou contre d'autres, catholiques contre protestants, basques contre espagnols, etc. Pourquoi? Parce que si on veut plus tard récupérer des cadres aguerris pour la guérilla urbaine, la lutte armée, les gros trafics, etc., il faut les avoir forgés depuis leur jeunesse. On ne s'improvise pas terroriste. Ceux qui deviennent terroristes et qui n'ont aucune expérience terroriste, ils sont tués ou arrêtés tout de suite. Ils savent pas repérer les keufs, ils savent pas se servir d'un flingue convenablement, etc. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, donc il faut l'apprendre. Et ces bagarres de bande, alors il y a toujours les prétextes. Toi, et tu m'as acheté un mauvais regard, pourquoi t'as regardé ma cousine, etc. C'est des conneries. En réalité, ce qui est important, c'est le phénomène d'aguerrissement et qui est destiné à fournir des éléments. C'est peut-être pas conscient, mais c'est darwinien, si vous voulez. Oui, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça ne se passe jamais autrement. Il ne faut pas penser que c'est réservé à une ethnie ou une race particulière. Parmi les pires gangsters à la fin du 19e siècle, à New York, il y avait les Juifs et il y avait les Irlandais. Eh ben, aujourd'hui, vous prenez le One Police Plaza, l'adresse de la police de New York, à New York, vous regardez les noms sur les portes, il n'y a que des Irlandais comme flics maintenant, et les gangs, les enfants des gangs juifs, etc., ils sont psychanalystes, ils sont avocats, ils sont notaires, ils sont banquiers, ils sont tout ce que vous voulez, tout le monde est sorti de là. Le drame
avec la façon dont les choses stagnent en France dans ces quartiers depuis maintenant un demi-siècle, c'est qu'ils n'en sortent pas et que vous avez des fois des malfaiteurs de la 3e et de la 4e génération. Ces gens-là n'ont rien appris d'autre. Pour eux, le fait d'acquérir de l'argent est un phénomène, mais depuis la petite enfance, dont ils ont compris que c'était possible uniquement par des moyens illicites. Les trafics, prostituer les gamines en fugue, etc. Les marchés aux voleurs, on va piquer des trucs, on les revend dans la cave du HLM, etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est un phénomène durable. Et en France, on a répliqué à ça en vissant le couvercle sur la marmite et en regardant ailleurs. C'est pour ça. Le politique est patent, enfin, depuis une quarantaine d'années. Totalement. J'ai abordé les problèmes dont on se parle aujourd'hui avec une quantité, mais presque industrielle, de ministres, de secrétaires d'État, de directeurs, de machins, de gens à la présidence de la République. Tous, ils disaient « oups » et puis ils essayaient de faire en sorte de prier tous les saints du paradis pour que ça pète pas sous leur mandat et de refiler la patate chaude au type d'après, quoi. Mais alors, songez que les premiers rodéos, vous savez, les rodéos dont on parle, c'est aux Minguettes en 1981. Enfin quoi? Ça fait 81, c'est pas hier matin quand même. Il me semble qu'à cette époque-là, il y a eu la marche des beurs et de Lyon qui montait sur Paris et Mitterrand avait reçu le représentant de cette marche des beurs, qui est tombé quelques semaines après pour agression sur personne âgée, mais bon. Oui, mais si vous voulez, les plus grandes choses n'ont pas toujours pour origine des parangons de vertu. Après la Révolution, parmi les grands ministres de l'Intérieur, il y avait d'anciens voyous. Et puis, parmi les plus grands poètes français, il y avait des drogués, des machins. Donc, jetons un voile pudique là-dessus. Disons que c'est pas toujours les premiers de la classe, c'est les pris de vertu qui arrivent à faire des choses. Donc, même ça. Admettons même que certains dans la jeunesse immigrée se sentent pas bien et qu'ils aient le réflexe politique d'aller arpenter les kilomètres pour aller se plaindre chez le président de la République. C'est déjà une trace assez naïve, mais quand même d'intégration. Ouais. Le réflexe du peuple français, gaulois, de passer par-dessus les corps intermédiaires et d'aller se plaindre chez le roi. Ah, si le roi savait ça, ça remonte à avant le Moyen-Âge. Des Clovis, c'était comme ça. Donc, allez. C'est peut-être pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes, mais laissons. Mais le fait d'avoir laissé des lieux criminels s'enraciner, s'endurcir, dans lesquels aucune des jeunes classes successives n'a été éduquée à la citoyenneté et à n'importe quoi, là est la honte et le scandale. Comment voulez-vous que les malheureux gamins... vous voulez que je vous dise, parmi les nombreux étudiants que j'ai eus, il y avait une jeune femme qui était d'une famille catholique où il fallait faire le bien, etc. Elle s'occupait de colonies de vacances dans un quartier à côté de Meaux qui s'appelle la Pierre-Collinet, qui est la Pierre-Co. C'est une horreur, quoi. C'est un truc de voyous, etc. Enfin, c'est une cité parfaitement hors contrôle. Les gamins qu'elle avait, alors comme c'était une jeune fille qui était petite et menue, on lui avait donné les plus petits, autrement il lui serait arrivé des horreurs, mais elle avait les gamins. Les gamins, alors je lui demandais, il faut leur parler, il faut les faire parler, etc. Les gamins en question, dès l'âge de 7 ans ou 8 ans, quand ils partaient en colonie de vacances, le fait de gagner de l'argent dans la tête de ces petits, et le fait de travailler était complètement dissocié. Ils faisaient pas le rapport. Ils voyaient des mecs qui pour eux étaient des zozos ou des abrutis, se lever le matin à 6 heures, partir à l'usine, et pour eux c'était un truc absurde et dépourvu de sens, alors que le fait de vivre de rapine et de piquer dans les voitures et de vendre de la cam, c'est ça qui rapportait de l'argent. On a laissé se développer sur le territoire français des classes entières nombreuses, des dizaines, des centaines de milliers d'individus et maintenant des millions, pour lesquels le fait de travailler et de gagner de l'argent n'a aucun rapport. Le vrai drame, il est là, parce que là-dedans, alors il y en a qui, mais avec un mal extrême, il y en a qui tournent bien, c'est-à-dire il y en a qui finissent par travailler. J'en ai eu plusieurs comme ça, mais j'étais obligé de les accompagner pour leur dire non, ils bossent bien, parce que le délit de saladresse, il existe, Le mec qui vient des Minguettes, oups, l'employeur s'évanouit dès qu'il présente le CV et puis stop, dehors.
Donc c'est ça qui s'est passé. Il y a eu un déficit de socialisation, un déficit d'encadrement. Enfin, un enfant de 4 ans comprendrait que quand des gens viennent d'un autre continent où il y a d'autres mœurs, d'autres façons de faire, une fois de plus, c'est pas parce qu'ils viennent d'Afrique. Comme je vous l'ai dit, ceux qui venaient d'Irlande à New York, ils avaient des quartiers. Le quartier où ils vivaient était tellement infâme que les New-Yorkais l'avaient baptisé Hell's Kitchen, la cuisine de l'enfer. C'était des taudis effroyables où les gamins étaient ivres-morts à 10 ans, où les mères se prostituaient, etc. Une horreur. Eh ben voilà, beaucoup sont devenus gangsters. La première génération des gangsters aux États-Unis qui s'est lancée dans le commerce de l'alcool illicite, c'était des Irlandais. Pourquoi? Parce que bon, faut pas vivre dans les clichés, mais ils étaient quand même assez poivreaux, donc le fait de manquer d'alcool, pour eux, c'était un vrai drame. Là, ils se sont lancés là-dedans, ils ont commencé à vendre de l'alcool. C'était des Irlandais. Et maintenant, c'est la police qui est irlandaise. Ouais, c'est vrai. Vous voyez, il n'y a pas de condamnation à perpétuité. Mais le fait est qu'en France, cette espèce d'évitement du problème des quartiers hors contrôle, et puis, alors je parle à des policiers, comment voulez-vous faire quoi que ce soit, où que ce soit, si préalablement l'ordre n'existe pas? Iriez-vous placer vos économies dans une banque où les mecs tirent des coups de pistolet dans le plafond? C'est naturellement impossible. On ne peut pas étudier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre dans des quartiers gouvernés par des gangsters. C'est impossible. Alors, ça d'abord, et après ça, Monsieur Borloo, aucun problème. Mais cet évitement des problèmes, ce couvercle sur la marmite, etc., on pourrait effectivement penser que c'est un manque de courage, que c'est un manque de perspicacité, etc. Mais est-ce qu'en fin de compte, ça n'a pas été tramé? Est-ce que tout ça n'a pas été orchestré? Est-ce que depuis une quarantaine d'années, malgré les gouvernements dits de droite et dits de gauche, il n'y a pas une espèce de catéchisme un peu libertaire qui s'est répandu sur la société française et qui a été le terreau de ces bandes. Est-ce qu'en fin de compte, la disparition, moi j'essaye souvent de prendre cette hauteur en me disant la disparition de l'honorabilité, de la respectabilité, de l'honnêteté parmi nos premiers de cordée, hein. Est-ce que par ruissellement, ça n'arrive pas tout doucement dans nos banlieues et que ça nous donne ça? Je pense pas. Je pense sincèrement que les dirigeants politiques de la France depuis une trentaine d'années, 40 même, ont tous des objectifs à courte vue. C'est ça. Chacun sait. Ne prévoit pas le lointain, quoi. Non, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez, pardon d'être grossier, mais vous allez vous emmerder pendant 4 ou 5 ans à faire un truc dont votre successeur, qui si ça se trouve sera votre ennemi politique, va bénéficier. Tout ce qui n'est pas exploitable en termes d'image et de vantardise et de machin à court terme est inenvisageable. Moi, j'ai eu des copains personnels qui ont été ministres, ils me disaient « t'es gentil, mais voilà ». C'est comme ça que ça se passe. Et cependant, ça ne devrait pas être comme ça. Mais oui, mais... La politique devrait être, justement, prévoir le lointain et prévoir cet engagement-là. Et c'est même devenu un proverbe. Gouverner, c'est prévoir. Oui, me semble-t-il. Je crois que c'est un journaliste qui avait eu cette remarque-là. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher... C'est un journaliste du 19e siècle. C'est ça, il me semble. Ça s'appelle Ernest de Girardin. Voilà. Moi, j'ai été 40 ans policier. Je le dis souvent, dans les milieu des années 70, j'étais rentré par romantisme, moi, dans la police, pour arrêter des Arsène Lupin, etc. Au terme de mes 40 années, je me dis, mais il faut être fou pour entrer dans la police aujourd'hui. Parce que quelque part, ça n'a plus aucun sens. Et moi, j'en veux énormément aux politiques, justement, qui n'ont eu que cette perspective du court terme. On le voit là actuellement, c'est peut-être même encore pire, avec une politique de la communication, mais on ne construit rien, quoi. Et le lointain leur échappe complètement. Parce que moi, je reste quand même persuadé que ce phénomène des bandes, ce délitement des valeurs, cette inversion des valeurs, cet ensauvagement, qui est le corollaire du fameux vivre ensemble, il y a une responsabilité politique quand même qui est énorme, me semble-t-il. Oui, mais je vais vous dire ça clairement et les yeux dans les yeux, la police n'est pas mieux. Oui, songez que nous sommes le seul pays d'Europe. C'est pas comme ça en Estonie, c'est pas comme ça au Liechtenstein.
les archives et les statistiques de la police française sont une honte absolue. Songez qu'on est en 2020, nous sommes le seul pays d'Europe pour lequel il n'y a aucune espèce de détail de fait sur les homicides. Quand un individu est buté, qu'on le retrouve mort sur la voie publique, eh ben il est mort. Voilà, il y a eu un homicide, point final. Est-ce par arme à feu, est-ce machin, est-ce truc? Alors il y a une vague sous-catégorie des règlements de compte entre malfaiteurs, mais l'outil de la police en France est quand même l'outil scientifique de connaissance de la police est quand même singulièrement obtus. On n'a aucune précision. On a été, nous les criminologues, obligés de se faire nos propres bases documentaires parce que la police n'apprenait rien. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, je peux me permettre au bout de 40 ans de faire le même constat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé le thème de notre émission La police ne peut plus rien pour vous. Il est absolument anormal que la police soit incapable de faire une prospective, incapable de pouvoir... On devrait être des vecteurs d'appréciation de la criminalité, même de la société, et on est incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, de l'institution, la hiérarchie doit être mise en cause. Moi, je le dis tout à fait sincèrement, beaucoup plus préoccupé par son déroulé de carrière que par l'exécution de son travail au quotidien. Je vois le bourreau actuellement de la sécurité, ça me fait doucement rigoler. On est en train d'essayer de traiter les ambulanciers, alors que j'ai presque envie de dire foutez la paix un peu à la police, et que la police fait le ménage chez elle, qu'elle déjà au sein même de la police, l'autorité reprenne toute sa place, avoir de vrais patrons, de vrais chefs et des visionnaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je le pense très sincèrement. Donc je vous rejoins sur ce point. Juste sur ce point-là précis, c'est encore pire que ça. Parce que quand la police veut, elle peut bien faire. Tout à fait. Je vais vous en donner un exemple. Récemment, c'est il y a 3 mois à peu près, il y a eu un livre blanc de la sécurité. Alors, je suis pas, ça apparaît clairement dans mes propos, un des membres les plus éminents du fan club de Monsieur Darmanin, qui aboie beaucoup et qui mord peu. Mais quand même, le livre blanc de la sécurité, lisez le préambule, c'est-à-dire les évolutions et les origines, etc. C'est remarquable. J'aurais pu signer ce texte-là de A jusqu'à Z, mais on a tellement suréduqué, on a tellement fait du corps des commissaires de police un corps de préfets bis. Il n'aspire qu'à ça, d'ailleurs. J'ai préparé pendant 25 ans à l'Institut de criminologie des gens au concours des commissaires de police. Donc je sais vaguement de quoi je parle. Il y a des tas de matières qui sont d'une complexité telle que moi, qui étais le professeur de ces gens-là, j'aurais été incapable de passer l'examen. Et pourquoi c'est comme ça? On a créé une espèce de corps des préfets bis et une espèce d'ENA bis. Or, le tort de la très haute administration à la française, qui est pas une des pires, hein. Ils sont, moi je parle avec beaucoup de gens dans divers pays, c'est parmi les plus éduqués, hein. Il y a rien à dire là-dessus, mais ils ont cette absence de contact avec le concret des choses. La règle du fonctionnement de l'énarque, c'est que quand il a parlé d'un sujet, le sujet est résolu. Et naturellement, en dehors du jus de crâne et en dehors des parlottes et des discours, le fait d'arriver à des résultats en termes de sécurité, ça ne peut pas se borner à des parlottes et à des projets et des livres blancs, etc. Il faut aller sur le terrain. Napoléon disait de la guerre, et c'est vrai de la sécurité, la guerre est un art simple et tout d'exécution, eh ben, il y a l'exécution des choses. Et à l'heure actuelle, l'exécution, alors il y a tous les projets que vous voulez qui sont très bien, très forts, très intéressants, mais ça reste dans les nuées, et pendant ce temps-là, au Minguettes, pendant ce temps-là, au Clos Saint-Lazare-Astin, pendant ce temps-là, au Tarteret, ça continue business as usual, quoi. Je l'ai vu d'une manière très concrète, pour en revenir aux bandes, puisque c'est moi qui avais créé la cellule de veille opérationnelle des bandes sur Paris et l'agglomération parisienne, de ma propre initiative, et parce que justement, comme j'étais responsable de la sûreté territoriale de Paris, on le traitait prioritairement, et donc je m'étais dit, il nous faut un outil. Et bien sûr, mon directeur s'était emparé de l'outil pour pouvoir aller en parler au ministre, etc., parce qu'il attendait qu'une chose, c'était sa nomination dans le corps des préfets. Mais il n'avait pas vu que l'outil allait permettre une meilleure efficacité.
Vous voyez, j'étais anéanti, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Alors, des exemples comme ça, je peux vous en citer des tas. J'avais inventé aussi un fichier qu'on appelait le fichier Lupin, un logiciel d'uniformisation des procédures d'identification. On avait rajouté un N pour faire un petit clin d'œil à Lupin, qui nous permettait, en fin de compte, sur tout Paris, de faire la synthèse de tous les relevés d'empreintes sur les cambriolages et de faire des synthèses par les modes opératoires, etc. En clair, essayer de faire quelque chose de constructif qui puisse te permettre de... mon directeur s'était encore emparé de ça pour aller le vanter auprès du ministère pour obtenir soit sa Légion d'honneur, soit ceci, soit cela, mais pas pour le côté opérationnel. Vous voyez, et qui plus est, c'était un gardien de la paix un peu géotrouve-tout qui avait fait ce logiciel informatique. Je m'étais renseigné auprès d'une entreprise d'informatique. Je leur avais dit, si je vous avais soumis ça m'aurait coûté combien? Et le gars m'avait dit entre 10 et 12 millions d'euros, quoi. Et là, je lui ai dit, moi, c'est un gardien de la paix qui l'a fait le week-end chez lui. Oui. Ça n'a pas coûté un centime. Et je me souviens, j'avais été voir mon directeur. Il a dit, écoutez, ce gardien de la paix est formidable. Faut lui faire quelque chose, quoi. C'est ce qu'il a inventé là. C'est un peu comme le fichier Canon, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et je lui ai dit, il faut le récompenser. Et je me souviens, il avait ouvert son coffre, il a mis un billet de 100 € dans une enveloppe, mais il dit, tenez, vous aurez qu'à lui donner. Mais j'en aurais pleuré. J'en aurais pleuré. Non, c'est humiliant. C'est humiliant. Et d'ailleurs, j'ai été le porter à ce gardien de la paix. Il a dit, écoutez, patron, on va faire un pot, quoi. Oui, voilà. Alors, pour vous dire à quel point j'ai vraiment touché du doigt cette hiérarchie qui ne pense plus qu'à sa carrière, qui est englué dans des enjeux de pouvoir, des enjeux ésotériques, des enjeux de copinage, etc., et qui n'a perdu en efficacité. Et je crois que je vous rejoins sur ce point. Peut-être que Patrick voudrait apporter un éclairage. Oui, alors mon éclairage à moi, il est comme le tien, hein, c'est la même chose. Hein. Il y a 1 an et demi, j'étais encore en service. J'ai pas eu le sentiment, quand j'étais en service, du reste, Monsieur Roffer, d'avoir été un préfet vice. Hein. C'est pas mon sentiment du tout. J'ai eu le sentiment de faire un peu de police. Il y en a qui rêvent de l'être. Hein. Ouais, d'ailleurs, en aparté, je crois que ça a été une énorme erreur de la part du président Sarkozy de nommer des commissaires de police préfets. Je crois sincèrement que ça a été une erreur monumentale. Vous savez, quand vous terminez commissaire divisionnaire, contrôleur général, c'est bien. Je veux dire, c'est en termes d'une carrière. Quelques-uns terminent directeur parce qu'ils ont 58 ou 60 ans, et c'était très bien. Offrir cette voie vers la préfectorale à quelques-uns, dont les mérites étaient certainement très glorieux, mais enfin bon, ça a ouvert une boîte de Pandore, c'est le cas de le dire. Et je connais une multitude de jeunes commissaires qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de devenir préfet un jour. Voilà, c'était juste un aparté. Ça n'a jamais été mon rêve. Ni le tien d'ailleurs. Ouais, voilà. Moi je voulais être un bon taulier. J'étais très content d'être. C'est tout, je voulais être un bon patron. Le service de prospective de la police, Maurice, c'est le CIRASCO, service d'investigation de recherche sur le crime organisé. Je me trompe peut-être sur l'acronyme, mais c'est ça. Hein, voilà, le CIRASCO qui fait des études qui essaie d'étudier un petit peu ce qui s'est passé, et puis de voir, c'est une sorte de boule de cristal de la police, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir. Je vous trouve un petit peu optimiste, Monsieur Roffer, en ce qui concerne le rôle social de notre société qui va digérer, j'allais dire, les membres des bandes, un petit peu comme New York a pu assimiler ces Irlandais qui sont devenus flics. Je crois que ça a marché avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais, voilà, ce genre de population-là qu'on a retrouvé dans la police. La police, en fait, c'est un sas de décompression pour les minorités qui veulent s'intégrer, c'est-à-dire qu'on y retrouve beaucoup de Français d'Algérie, énormément, beaucoup de Corses, beaucoup de Bretons, beaucoup d'Italiens, beaucoup de gens on va dire de minorités, qui se sont un petit peu à l'image à New York, un petit peu à l'image peut-être des Irlandais ou des Italiens ou des Juifs, aussi, dans exactement, énormément, qui se sont intégrés, et le fait de rentrer dans la police, c'était le fait de dire ben moi je suis devenu français comme tout le monde, et puis voilà, maintenant je participe à un métier d'autorité, je représente la France et je m'intègre. Voilà. Et je crois que c'est ce qui s'est passé peut-être pour les Irlandais, les Italiens, c'est ce qui s'est passé en France pour effectivement les Français d'Algérie, pour les Espagnols, les Italiens et autres, encore une fois. Voilà. Mais je suis assez pessimiste en ce qui concerne les membres actuels des bandes, parce que ceux-là, je ne les vois pas trop devenir psychiatres ou psychologues ou je ne sais trop quoi, ou avocats, et s'intégrer dans la société. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ces gens-là, que ces jeunes, peut-être que je suis trop pessimiste, mais je les vois vraiment comme perdus.
à savoir qu'ils n'ont aucune envie de s'intégrer dans la société, ils n'ont aucune envie de devenir ce que nous sommes. Ils ont tout à fait l'intention de rester ce qu'ils sont, mais ici, chez nous, et de continuer, comme vous le disiez, de continuer leur petit trafic, de s'enrichir. Ils considèrent effectivement, à juste titre, que ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui vont au boulot, c'est des bouffons. Pour eux, c'est des bouffons. C'est-à-dire que quand on a un de ces jeunes qui est en garde à vue, au début de la garde à vue, parce qu'à la fin, ils sont un petit peu pleurnichards, hein, mais au début de la garde à vue, ils prennent de haut les policiers, parce que un policier, quand il rentre dans la boîte, c'est quoi un gardien de la paix? C'est 1300 à peu près, mais 400 €, même pas, pour commencer. C'est un salaire, on va dire, qui est correct pour un tout jeune de 22, 23, 24 ans, mais après ça finit très vite par être impossible à tenir quand on veut travailler à Paris avec le coût de la vie, avec le prix du logement à Paris, ça devient impossible, mais ça c'est un autre sujet. Cela étant, les mineurs qu'on a en garde à vue, pour ces problèmes de bande en particulier, considèrent que les policiers qui sont en face d'eux sont des bouffons, parce qu'ils travaillent pour des salaires de misère. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous voient, et je les vois assez peu avoir la volonté de s'intégrer à la société que nous, policiers, on cherche à défendre. Je suis assez pessimiste parce que je ne pense pas que leur objectif à ces jeunes, ce soit de s'intégrer dans la société que les policiers défendent. J'ai plutôt l'impression que ce sont des gens qui vivent en marge de la société, qui ont éventuellement comme avenir, parce que c'est eux qui souhaitent avoir cet avenir-là, ils ont éventuellement comme avenir de verser dans la délinquance pure et dure en tant que éventuellement braqueurs, trafiquants de stupes, parce que c'est ce qui rapporte le plus, avec d'autres trafics. Mais je ne les vois pas, on pourrait dire il faut que jeunesse se passe, mais je ne les vois pas, une fois atteint l'âge de leur majorité, je ne les vois pas se ranger les voitures, on va dire, et devenir d'honnêtes citoyens et devenir des membres de la société que pour l'instant ils rejettent. Ça dépend. Moi, je pense, je serais quand même plus optimiste comme Monsieur Refer, parce que je pense que la situation elle est conjoncturelle. Si on revient à une socialisation disciplinée, Maurice, c'est pas des Italiens, c'est pas des Portugais, ils vont pas s'intégrer. Sans doute, mais si on revient à une société disciplinée, si la nation française reprend sa souveraineté, redispense ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une république forte, avec une obligation d'assimilation forte, d'ici on sera peut-être mort, hein, mais peut-être que les choses évolueront. Moi, c'est pour ça que je pense que je crois que le constat était important à faire, voir que les carences politiques ont été pour une très grande part responsables de cet état, mais justement ça doit nous permettre une certaine analyse. Moi je suis plutôt, je pense qu'au contraire, politiquement ça doit nous faire réfléchir et réinstaurer peut-être un gouvernement fort, un État français fort et auquel les gens devront se plier de manière disciplinée. Peut-être qu'on le verra. Je vais vous dire, il y a quand même des choses concrètes. Je suis frappé ces dernières années en tant qu'enseignant par le nombre de jeunes gens et surtout de jeunes filles issues des minorités africaines, c'est-à-dire maghrébines ou Afrique noire, qui viennent vers nos métiers à nous. À l'Institut de criminologie, maintenant, il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont été élevés dans le bazar des banlieues et ils en ont marre d'être obligés de baisser les yeux devant les dealers. Ils en ont marre que leur frangine qui est enceinte soit obligée de monter au 7e étage avec la poussette dans les mains parce qu'il y a les dealers qui ont monopolisé le truc. Et il y en a qui viennent vers nous. Non, mais c'est plus possible. Nous, on est des quartiers en question. Il faut qu'on prenne les choses en main. C'est frappant, ce phénomène-là. Je crois qu'il y a l'enseignement que je fais se divise en divers aspects, dont certains sont visibles et d'autres beaucoup moins, qui concernent la formation naturellement de gens des services spéciaux français. Et là aussi, je suis frappé par le nombre de gens qui sont issus, pour aller vite, de nos anciennes colonies et qui viennent sincèrement en disant c'est plus possible, quoi. Donc je suis pas entièrement pessimiste, mais naturellement, ce ne sont pas des gens des bandes qui viennent. Ce sont d'autres, évidemment. Ceux des bandes, ils sont irrécupérables pour la plupart. J'en ai connu un une fois. Il avait monté un truc avec sa sœur et son petit frère dans une banlieue de la région parisienne. Alors, il allait à Amsterdam, il allait acheter du hashish, il revenait dans la région parisienne. Avec sa sœur et son petit frère, ils empruntaient
le four à micro-ondes de maman parce que le hashish, pour le couper en barrettes et qu'il tombe pas en poudre, faut le passer un peu au micro-ondes. Vous y connaissez, on dirait. Bien sûr, bah ouais. En tant que criminologue, je connais tous les trucs. Les crimes parfaits, tout ça, etc. On connaît et on apprend tout ça à nos étudiants pour qu'ils les combattent, bien sûr. Mais après quoi, le mec m'avait annoncé qu'il avait été à la Maison de Jeunes et de la Culture en disant qu'il avait besoin de papier d'argent pour faire des sculptures, des trucs. Il enveloppait les barrettes du hashish avec le papier d'argent, les papiers d'alu qui lui avaient été donnés par la Maison des Jeunes. Il n'y a pas de petit profit. Et après ça, il vendait des trucs. Et à l'époque, il devait gagner 10 000 € par semaine ou un truc comme ça. Alors à la fin, il finit par se faire attraper. Mais la tradition dont vous nous avez parlé à plusieurs reprises du flic un peu humain, un peu compatissant existe. Il tombe sur des poulets qui lui disent « Écoute Momo, tu vas être emmerdé un peu, mais après ça, faudrait que tu travailles, t'as vu, t'as du talent, t'as monté ton petit truc tout de suite, tu pourrais te faire beaucoup mieux après. » Et puis après ça, les poulets vont à l'hypermarché du coin et disent on a un jeune, il est bien, enfin il a fait une bêtise, etc. Et ils reviennent tout glorieux lui dire tu sais Momo, t'as trouvé un job et tu vas gagner, je sais pas, 1 000 €. Et Momo les regarde et leur dit par jour ou par semaine. Voilà. Et après ça, quand les LIP ont dit hélas non par mois, il leur a jeté un regard et il était clair que dès qu'il sortait de ses ennuis, il allait replonger dans le deal, évidemment, parce que le nombre de zéros est pas le même à la fin du mois, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors cela, naturellement, il faudra... Tout à fait. La seule chose qu'on peut faire, et on peut le faire dès maintenant, et l'État est d'autant plus coupable qu'il ne le fait pas alors qu'il pourrait le faire, c'est qu'il existe un merveilleux dissolvant à bande. Vous savez, il y a du dissolvant à ongles, hein, ben, il y a un dissolvant à bande. Le dissolvant en question, on peut l'appliquer demain matin. C'est ce qui s'appelle l'injonction pénale. L'injonction pénale consiste à faire un travail de renseignement criminel, à repérer une bande. La bande est toujours territoriale. Et à la fin, les flics qui ont fait le travail de renseignement criminel apportent le résultat de leur enquête à un juge d'instruction. Le juge d'instruction convoque les membres de la bande et il leur dit voilà, j'ai les éléments, vous pouvez partir en tôle demain matin. Là, il y a encore des magistrats qui sont capables de ça. Tous sont pas du fan club de Madame Taubira, quoi. Donc, mais bon, alors voilà, on peut t'envoyer en tôle dès demain, mais simplement on ne va pas le faire parce que on peut se faire de mauvaises fréquentations en prison. Donc évitons ça simplement à partir de maintenant. Venez avec vos avocats, il n'y a aucun problème, ils vous expliqueront. Hein. Alors, monsieur untel, monsieur truc, monsieur chose, à partir de maintenant, je vous interdis formellement de vous fréquenter les uns les autres sur un territoire qui va... On est en banlieue du boulevard des Cosmonautes, l'avenue Yuri Gagarin, le truc Che Guevara, Nelson Mandela, etc. Que des grands noms. Oui, que des grands noms. Et donc, vous êtes interdit de séjour entre vous. Et si jamais vous êtes vus ensemble et vous êtes vus sur le territoire en question, une bande où le noyau dur peut plus se rencontrer, se fréquenter et sur un territoire donné, elle est morte. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour faire respecter ça? C'est enfantin. Il y a des caméras de surveillance partout maintenant. On peut le savoir. Et c'est pas plus difficile de traquer des gens la nuit au petit bonheur la chance que de s'intéresser aux gens qui sont capables de mal faire et de le faire. Moi, j'ai travaillé avec des policiers là-dessus. Ils ont dit sur des territoires donnés, à l'école des commissaires, ils ont dit oui, c'est infiniment faisable. On ne le fait pas. Alors, bien entendu, 100% des bandes ne seront pas dissoutes, encore que quand on présente à des gens le résultat de travail de renseignement de 6 mois, ils ont un peu froid dans le dos. En plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont pas très malins, donc ils disent beaucoup de choses dans leur petit téléphone quand même. Voilà, donc on peut quand même savoir ce qui se passe sur le terrain, parce que comme ils sont à moitié illettrés, le téléphone pour eux c'est indispensable. Voilà, donc il y a énormément d'informations et possibilité dans un premier temps de dissoudre déjà, disons, la moitié des bandes. À partir de ce moment-là, ben, c'est une loi des rendements décroissants et puis ceux qui veulent vraiment pas, ben, on les colle en tôle. Ça n'est pas fait. Ce que je vous dis n'est pas fait du tout en France. Écoutez, je vous remercie infiniment d'être venu débattre avec nous de ce problème des bandes. On en tire quand même un enseignement, c'est qu'on peut garder une forme d'optimisme parce qu'il suffirait en fin de compte d'avoir la volonté.
de l'autorité. Je voudrais pas paraphraser le titre d'un livre de Monsieur Thibault de Montbrial, je crois, qui parle de Rouzon l'autorité. Peut-être que politiquement, enfin, peut-être qu'à un moment donné, puisqu'on tourne autour du pot, on se rend bien compte que tout est une question politique, de volonté politique. Eh bien, il faut espérer que les lendemains seront meilleurs et que certains politiques auront la sagesse et l'intelligence de prendre enfin en compte ces problèmes. Sur Refaire, je vous remercie. Patrick, je te remercie. Et puis je vous dis à bientôt, je l'espère. Et merci encore d'être venu. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.